Non mais vous êtes des malades. Mais c'est vous qui devez être soignés en fait. C'est vous les patients. C'est mort. T'as encore une caméra d'allumée? Ouais. Ça t'étonne? Hein? Entre toi qui te fait enlever, une main qui sort de mon placard, hein? Et là, cette espèce d'endroit chelou dans lequel on était. Mais c'est mort. Et puis, je t'explique. Mais je veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Ah mais... c'est pas forcément une bonne chose, hein, tu sais. Tu trouves pas? Si vous avez vu notre précédent épisode, vous savez que nous sommes tous dominés par différentes pulsions, et que ces dernières sont régulées par deux principes, le principe de plaisir et le principe de réalité. Le principe de plaisir a pour but de nous procurer une satisfaction, et le principe de réalité, lui, cherche à mettre de côté cette satisfaction pendant un temps, car elle n'est pas conforme aux exigences de la réalité. Et bien cette mise à l'écart, on appelle ça le refoulement. Wow. C'est ça votre truc là? Mais tu sais bien que la porte de ton placard c'est un téléporteur. C'est un téléporteur? Pour moi c'est juste un KGB. Bon, va falloir s'équiper, hein, parce que bon, là-bas, ça sera pas très éclairé. Ouais. Du cassoulet. Ouais, c'est au cas où on meurt de faim, enfin, qu'on est perdu dans la forêt, des trucs comme ça, quoi. Ça peut toujours servir. Ouais. Eh les gars, si je me chie dessus, concrètement je vous éclate. Tu devrais apprendre à mettre tes pulsions agressives de côté, hein. Le refoulement, c'est donc la mise à distance d'une pulsion inconciliable. Inconciliable parce qu'elle est liée à la sexualité, à l'agressivité, à toute autre chose qui n'est pas acceptée par la société. Quand une pulsion de ce genre cherche à s'assouvir, quelque chose va nous obliger à la refuser. Elle va être endiguée. Quand on dit d'une pulsion qu'elle est inconciliable, elle l'est tout autant avec la société qu'avec le sujet lui-même. En effet, code civil, code pénal, loi des parents, loi de l'école, on a tous dû intégrer des lois pendant notre enfance. La loi, c'est moi. Et l'ordre. D'ailleurs, une pulsion inconciliable provoquerait bien trop de frustration à être assouvie. Si on refoule, c'est qu'on a trop à perdre à ne pas le faire. Le refoulement est universel, dans le sens où nous sommes tous un peu sous son influence. Bon, c'est pas la seule solution pour différer la satisfaction, il y a d'autres mécanismes psychiques qui sont en jeu, mais pour aujourd'hui on les met de côté. On se concentre sur le refoulement. Toutes nos pulsions veulent être satisfaites, mais réalité oblige, il faut faire le tri, décider lesquelles on garde et lesquelles on rejette. Faut penser que le refoulement séparait le psychisme en trois zones. Premièrement, le conscient, c'est tout ce qui vient à l'esprit, les idées, les pensées, les affects de l'instant présent. Deuxièmement, le préconscient, une sorte de zone intermédiaire où sont rangés tous les souvenirs auxquels on a accès quand on le désire. C'est un peu l'équivalent de la mémoire. Ce contenu-là, il pose pas de problème non plus. S'il y a besoin, ils peuvent passer. Et la dernière grande zone du psychisme, c'est l'inconscient. C'est là où vont toutes les pensées auxquelles on refuse de se confronter. On les met à l'écart. Bref, l'inconscient, c'est une zone interdite. Non mais attendez, ça peut pas disparaître comme ça, foutez pas de ma gueule, pas aussi simplement. Eh non, ça peut pas disparaître. La mare au diable? Non mais attendez. Mais vous m'emmenez où là? Vous êtes complètement malade. Attendez. Non mais vous savez très bien que c'est typiquement dans ce genre d'endroit qu'on se fait trucider par des dégénérés. Mais non, mais qui pourrait être assez con pour se balader dans un endroit pareil en plein milieu de la nuit? Nous Bah, tu vois bien que tu fais une projection. En même temps, t'as pas si tort que ça, hein. Comment ça? Bah tu sais, on recense pas mal de disparitions dans le coin en fait. Putain de jambes. Non mais attendez-moi, bande de pute. On s'imagine souvent le contenu refoulé comme une sorte de base de données stockée dans la mémoire à laquelle on n'a pas accès. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce que le refoulement met à l'écart, on l'appelle le refoulé. Alors, ça peut être plein de choses, un affect, une image, une pensée refoulée, une histoire refoulée. Bon, dans tous les cas, tu veux en parler et ça sort pas. Tu l'as sur le bout de la langue, mais ça sort pas. Ce refoulé, on le voit souvent comme le contenu d'un coffre-fort caché au fin fond de l'esprit, inaccessible. Mais en fait, le refoulé, c'est quoi? C'est de la pulsion, c'est de l'énergie.
Ça bouge, c'est puissant, ça veut s'assouvir. Mais juste un truc par exemple, ce qui est refoulé n'est pas réalisé, donc ça va se détourner dans l'imaginaire pour se réaliser dans les fantasmes. Finalement, on peut considérer que le refoulé continue bel et bien à travailler dans l'ombre, dans le but de revenir et d'accéder à la conscience. C'est ça le but de la pulsion inconciliable, c'est de s'exprimer. La plupart du temps, le refoulé revient de manière douce, subtile. Pour y arriver, il va falloir se déguiser et prendre des chemins détournés. Le travail du psychisme sera donc de retravailler suffisamment la pulsion inconciliable pour qu'elle puisse enfin passer, cette fois-ci, la barrière du refoulement. Et comment? Par les rêves ou les fantasmes par exemple, qui permettent d'exprimer un désir voilé. Mais le plus simple pour comprendre tout ça, ça reste l'exemple des lapsus. Le lapsus, c'est la manière qu'a trouvé la pulsion inconciliable pour s'exprimer de la manière la plus claire possible. Là, le message, tu peux juste pas le louper. Nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner. Eh ben bravo Manu. Là, ta pulsion, elle fait aucun travail de conciliation, hein. Elle passe direct en mode 49.3. Eh ben nous, tu vois, pour le coup, on appelle ça le retour du refoulé. I'll be back. Le retour du refoulé, c'est quand le refoulé, il cherche pas à se déguiser pour passer. Il revient de manière sèche, brutale, violente. Là, tu sens que quelque chose d'étranger te traverse. Tu sais pas ce qui se passe, mais tu te dis, c'est plus fort que moi. Faut pas non plus croire que le refoulement c'est quelque chose de négatif, au contraire, on est tous plus ou moins frustrés, refoulés. Mais par contre ça peut devenir pathologique à partir du moment où on refoule de manière trop massive, parce que là on pourra être submergé parce qu'il fera un retour. C'est à peu près à ce moment-là qu'on voit l'apparition de symptômes. Oui, parce que si tu veux reprendre un minimum de contrôle sur ta vie, tôt ou tard tu devras te confronter au refoulé. Parce que plus tu refoules, plus il y aura de refoulés, donc tôt ou tard ça finira par péter. Bon, alors déjà, je tenais à vous le dire, hein, vous êtes des putes? Non quand même, hein, c'est remarquable. Et puis toi, mais arrête de bouffer ce putain de cassoulet. Tu vas lourder toute la soirée, ça va refouler un max. C'est pas comme si on avait déjà un max d'emmerde. Là je pense qu'on est tranquille, mais quand même, la forêt, je pense que c'était pas une si bonne idée. Ah, tu crois? Non mais calmez-vous les gars, calmez-vous. Je connais une petite maison là au fond du bois, vous allez voir on va être tranquille. Une petite maison au fond du bois. Et je vous suis. Je suis con. Pourquoi utiliser les films d'horreur pour illustrer le concept de refoulement? Bah parce que les deux sont généralement liés. En effet, dans les films d'horreur, on se retrouve toujours face à un événement passé qui a été refoulé et qui revient très violemment sur le devant de la scène. Quand on regarde bien, on voit que les méchants de ces films sont généralement liés à une histoire du passé oubliée, voire totalement scellée. Certains événements en particulier ont été occultés, et ce sont toujours des événements pas très reluisants pour la communauté. Un meurtre, un enlèvement, etc. Il y a donc des zones d'ombre dans la mémoire collective, et c'est pour cette raison que les personnages ont tant de mal à reconstituer les pièces du puzzle quand ils mènent leur enquête. Et très souvent, ce sera le monstre, le tueur, ou tout simplement une menace qui sera la représentation de ces événements refoulés. Il parviendra d'un coup sec à pousser les protagonistes à mener leur enquête. En bref, le passé refoulé cherche à accéder à la conscience. Rappelons aussi que très souvent, les héros vont tomber sur des objets ou artefacts qui sont un peu les reliques de cette mémoire occultée. Et ça va très généralement les mener sur une piste où vaut mieux pas trop aller en fait. Comme quoi, quand on avait dit que le refoulement n'était pas simplement quelque chose de stocké dans la mémoire, fossilisé, mais qu'au contraire ça pouvait toujours revenir et réapparaître, et ben dans les films d'horreur c'est exactement ça. Alors plutôt que de vous parler d'un film en particulier, on trouvait beaucoup plus intéressant de vous parler de plein de films d'horreur de genres différents, parce que finalement, ils se ressemblent tous sur ce point, que ce soit des bons films ou des mauvais films. Ok, donc on aurait carrément pu tourner le truc ici, dans ma chambre tranquille, mais non, il a fallu qu'on tourne dans cet endroit de merde. Pour commencer, les histoires de fantômes et de maisons hantées. Ça commence comme ça. Une famille ou un groupe d'amis s'installe dans un petit coin de paradis à l'écart de la modernité stressante. On ne connaît pas grand chose de l'histoire du lieu, puis surtout on n'en a rien à foutre, hein. On est là pour se reposer et pour s'amuser. Pendant l'emménagement, les nouveaux venus vont généralement tomber sur une salle cachée, un grenier ou une cave, dont on leur avait jamais parlé. Cette pièce recèle toujours d'un nombre plus ou moins grand d'objets, souvent de véritables antiquités. Mais ça les intéresse pas trop, ils se disent qu'ils sont pas là pour jouer les historiens. Ces objets sont en fait les reliquats de la maison, c'est ce qui fait qu'elle a une âme, une histoire. Il n'avait pas le droit d'entrer, madame. C'est ma maison! Mais pour les personnages principaux, c'est de la merde tout ça. Parfois ils jettent à la poubelle, parfois ils laissent ça sur place, alors qu'ils pourraient se faire un max de fric avec, ou juste gagner de la place. En bref, ils s'en tapent de l'histoire de la maison.
C'est seulement un tas de cochonneries dont l'ancien propriétaire voulait plus. C'est à nous maintenant. Comme tu voudras. Et c'est généralement juste après ça que les premiers événements paranormaux vont toquer à la porte. Les propriétaires vont alors être hantés par des fantômes, des esprits ou des forces occultes qui vont les obliger à respecter le passé de la maison, c'est-à-dire à connaître un peu son histoire. Et comme les héros sont un peu en mode vacances, il va falloir utiliser les grands moyens, parce que déplacer une simple chaise, ça a pas l'air suffisant. Et il faut attendre la fin du film pour comprendre pourquoi les fantômes sont là, quels souvenirs enfouis du passé ils représentent. On apprendra alors que la maison est le vestige de bien sombres histoires, que ce soit en lien avec le village, la famille qui vivait là, un habitant un peu bizarre, ou l'histoire même du lieu en général. Pour ce qui est des histoires communautaires bien glauques, on a les films comme Conjuring avec les sorcières et autres. Par contre, le cliché du cinéma d'horreur américain, c'est les cimetières indiens. Vous avez construit votre boutique au-dessus d'un cimetière indien? Oh, ça non. D'abord, j'ai déterré tous les corps, j'ai pissé dessus, et après, je les ai réenterrés, mais à l'envers. Pourquoi? Pourquoi? Je sais plus. J'étais bourré. Ah ouais? Parce qu'ils ont quelque chose à refouler, les Américains, par rapport aux Indiens? Et ben voilà, c'est parfait. On va dormir comme des bébés ici. Hein? Quoi? Non mais attends, je t'arrête tout de suite. On va rien dormir du tout. On va même repartir à la maison. C'est clair et net. Non mais vous avez déjà oublié ce qui vient de se passer ou c'est comment? J'avoue que je suis pas super chaud pour dormir ici non plus. Ah bah merci. Surtout quand on sait que cette maison a été construite sur un cimetière de gens de gauche. Tu sais, on n'a jamais entendu parler d'eux depuis 83. Ouais, parce qu'en plus monsieur a le temps de faire de l'humour. Mais non, mais ça n'existe pas, les fantômes. Ah ouais? Et ça c'est quoi? Hein? Ça existe pas les fantômes? C'est quoi encore cette putain de connerie là? Je suis en train de me chier dessus. C'est une incantation qui fait faire table rase du passé. Oui. Et elle m'appelle. Bah oui, vas-y, va vers la source du problème. C'est vrai que c'est toujours la meilleure solution dans les films. Tu trouves quelque chose? C'est un tract du Parti communiste. Je m'en bats les couilles. Travailleurs, travailleuses. Arrête de lire ce putain de truc. Mais t'as jamais vu Evil Dead ou quoi? Forces contre-révolutionnaires sont passées à l'offensive. Passons au slasher maintenant. Alors à ton avis, le refoulé il est où dedans? Qu'est-ce qui poursuit les personnages principaux? Ah, je sais. Le meurtrier, hein, comme l'espèce de psychopathe qui nous collait au basque. Y a pas que le meurtrier qui poursuit les jeunes dans les films. Enfin, ça, c'est ce que les personnages principaux veulent croire. En fait, les victimes dans ce genre de film sont toujours un groupe de potes qui vont être plus ou moins liés à une sale affaire en rapport avec le tueur. Que ce soit une mauvaise action commise par leurs parents dans Freddy les Griffes de la Nuit, l'histoire même du lieu dans Vendredi 13, ou directement avec leur propre passé dans Souviens-toi l'été dernier. D'ailleurs, le titre de ce film illustre à lui tout seul le concept de refoulement. Le refoulé, c'est l'histoire du groupe aussi. En résumé, il s'est toujours passé une histoire bien crade quelques années auparavant, et tout le monde voulait croire l'affaire sans suite, classée, pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Mais en fait, des poursuites, il va y en avoir quand même, parce que ce qui a été refoulé revient toujours de manière violente. D'ailleurs, ce meurtrier qui poursuit les jeunes, il a beau prendre tout son temps, il les rattrapera toujours. Regardez dans Halloween par exemple, le mec marche à 2 à l'heure, mais il rattrape des personnages qui courent comme une sale bolte. Plus tu le fuis, plus il te rattrape. T'as beau lui mettre des bâtons dans les roues, il t'aura toujours, parce qu'il sait où tu te caches lui. On voit bien que le refoulé est bel et bien dans ta tête. On va rentrer chez nous. Et jamais, vous entendez, jamais, quelles que soient les circonstances, on ne reparlera de cette histoire. Est-ce que c'est clair? Ça n'aura même pas sa place sur le divan d'MC, compris? Et comme le refoulé pour Freud c'est souvent du sexuel, est-ce qu'il faut s'étonner que dans ces films, le meurtrier s'en prenne souvent à des groupes d'ados? Est-ce qu'il faut s'étonner que sa première victime, ça soit celui qui baisse sa braguette pour pisser ou ceux qui baissent leur braguette pour baiser? Oh non, le crochet c'est rien qu'un symbole phallique. Sans blague. Oui, à la fin, il est castré. Ah? Voyons voir si son interprétation est justifiée. Passons au film de monstre maintenant. Monstre, il est monstre par son aspect répulsif. En fait, tu peux pas le voir sans éprouver du dégoût. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que ça vient du latin monstrare, qui veut dire montrer? Donc le monstre, en fait, c'est celui qui est montré du doigt. Par son aspect difforme, le monstre n'a pas sa place dans la société. Mais au cinéma, et particulièrement aujourd'hui, ce n'est pas seulement son aspect difforme qui va faire que le film fait peur, il faut qu'on lui rajoute quelque chose. Dans Elephant Man, Frankenstein ou le bossu de Notre-Dame, on pense au début que le monstre c'est eux. Alors que non, le monstre il faut qu'il soit méchant, qu'il ait des bas instincts. Ce n'est pas lui le monstre, Gaston, c'est toi! Meurtre, viol, enlèvement de petites filles, le monstre est dans le passage à l'acte, il ne cherche pas à refouler. Il va falloir le tuer pour que tout rentre dans l'ordre, pour l'empêcher d'assouvir ses bas instincts et permettre à notre bonne société de fonctionner comme elle se doit. En même temps, c'est jamais facile de tuer un monstre. Il fascine, on veut le voir, parce qu'il incarne tout ce qu'on a dû refouler. Le vampire par exemple, il incarne super bien les pulsions sexuelles.
Le loup-garou, quant à lui, refoule des pulsions agressives, mais il en a tellement que ça finit par péter à peu près une fois par mois. Et si les pulsions agressives ou sexuelles ne sont pas très bien admises, le monstre est au-dessus de tout ça. À la bonne franquette, hein. Que je te débarque sans prévenir, que je te tue un mec, que je te l'écorche avec les griffes, que je te le bouffe d'un coup avant de m'en prendre à toute la clientèle, puis agressif avec ça, hein. Personne ne peut plus le voir celui-là. Il lorgne vers les nanas les plus sexy et là c'est direct le passage à l'acte. D'ailleurs, les nanas sexy dans les films d'horreur, on en voit plutôt souvent, hein. Surtout dans ceux qui ciblent un public ado. Dans les films d'horreur typiques, quand quelqu'un apprend l'existence du monstre, tout le monde se fout de sa gueule. On lui dit d'aller se faire interner, enfin personne ne le croit. En fait, c'est lui-même qui se fait refouler. C'est d'ailleurs ça qui est frustrant pour nous, spectateurs. On sait très bien qu'il devrait en parler autour de lui, mais non. Ce con décide de ne rien dire, de refouler, de faire comme s'il ne s'était rien passé pour ne pas passer pour un fou. C'est donc bel et bien la société, ou les personnes autour de nous, qui nous obligent à refouler. Faites quelque chose vite, je vous en supplie. En bas, j'ai vu un loup-garou. Pour finir, les histoires de diable ou de possession. Alors là, le refoulé, c'est tout ce qui va être contraire à la bonne pensée ou aux bonnes manières chrétiennes. Quand on observe les gens possédés par exemple, leur voix change, leur regard aussi, leur vocabulaire est vulgaire, très sexualisé pour le coup, et on ne sait pas trop pourquoi. Nous, on pense qu'ils sont traversés par tout ce qui est refoulé dans leur milieu. Mais en même temps, faut bien que ça sorte un jour ou l'autre. Sors de cœur. Silence! Que ce soit dans Carrie, dans L'Exorciste, dans La Malédiction ou dans The Witch sorti plus récemment, on remarque que le démon ou les entités démoniaques surgissent dans un monde extrêmement religieux et donc qui demande énormément de refoulement de la part des familles et plus particulièrement des enfants. En fait, ce qui revient avec ces démons, c'est tout simplement ce contre quoi se tient le discours de l'église. Non mais, c'est bon là, c'est trop flippant ce délire. J'en peux plus, j'en ai marre. Non mais putain, mais pose ce putain de tract, toi, c'est pas possible. Et toi, mais sérieux, t'es encore en train de bouffer ce putain de cassoulet? Les gars, c'est simple, vous êtes des aimants à mon merde. J'en peux plus. Maintenant, ça suffit. On rentre, on arrête les frais. Ouais, justement, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Là. Ouais. Par contre, je crois que j'ai entendu un bruit. Ok. J'ai compris. Mais en fait, c'est toi depuis tout à l'heure. Non. C'est toi alors. Non. Non. Bon c'est toi alors. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour ces quelques sous-genres de films d'horreur. Bon, c'est pas exclusif au cinéma et ça reste aussi valable pour un autre type de jeu vidéo qui s'appelle les survival horror. C'est le même procédé qui se joue généralement dans la trame scénaristique du jeu, mais ça peut avoir un côté plus marquant pour le sujet parce que l'immersion elle peut être beaucoup plus forte. Les films d'horreur permettent donc bel et bien de travailler cette question du refoulement, principalement à travers l'histoire qu'ils racontent. Ainsi, dans tous ces films, tout ce qui a pu être occulté par le passé va venir faire retour violemment sur le devant de la scène. Ce retour violent, on le verra surtout dans les jumpscares bien putassiers. Les personnages principaux devront alors vite trouver une solution s'ils ne veulent pas tous crever. Alors faisons un petit aparté sur une technique cinématographique très appréciée dans le domaine, le hors-champ. Et nous, on peut le voir comme la représentation de notre refoulé qui pourra à n'importe quel moment ressurgir de là. C'est de cette manière qu'une partie de la pulsion inconciliable pourra parvenir à la conscience. Et c'est exactement ça, revenir à la conscience. Dans le cinéma d'horreur, toutes les peurs qui sont au départ diffuses vont se rassembler dans une seule et unique représentation, la figure effrayante. C'est ça qu'on veut voir, mais en même temps, il va falloir lui régler son compte si on veut pas tout s'y passer. Et dans beaucoup de films d'horreur, ce n'est qu'une fois qu'on a retrouvé la mémoire du passé, qu'on a pu mettre un nom sur cette menace, que tout va enfin pouvoir entrer dans l'ordre. Tu es malade. Cette exploration de la mémoire comme solution dans les films d'horreur, c'est à peu près ce qui se passe en thérapie analytique. En fait, dans la psychanalyse, le but va être d'aider le patient à pouvoir creuser dans son inconscient pour chercher ce qui lui fait mal, caché au fond, en mettant des mots sur le contenu refoulé. Parce que mettre en mots, c'est une très bonne manière pour faire accéder cette énergie refoulée à la conscience. C'est une manière de l'accepter. En gros, être un personnage de film d'horreur, c'est un peu comme suivre une thérapie. Et vous avez le choix dans la thérapie. Pour conclure, rappelons que le refoulement, c'est la mise à distance d'une pulsion considérée comme inconciliable. Mais malgré cette mise à l'écart, la pulsion refoulée, elle va toujours chercher à passer la barrière de la conscience pour pouvoir s'exprimer. Et pour passer cette barrière, il va falloir qu'elle se déguise, qu'elle prenne des chemins détournés, comme les rêves, les fantasmes, les lapsus ou autres. Mais si le refoulement est trop fort et que la pulsion ne trouve aucun moyen de passer, même déguisé, alors le refoulé pourra faire retour brutalement, puisqu'il n'y aura pas tellement de compromis envisageables.
Les films d'horreur représentent très bien ce violent retour du refoulé. Par la même occasion, ils nous permettent de représenter et de mettre en forme ce magma mal dégrossi que composent les pulsions réprimées, que ce soit à travers la forme d'un monstre, d'un tueur, d'un fantôme ou de tout autre truc flippant. Rien que ça permet déjà aux personnages de faire parvenir leurs pulsions inconciliables à leur conscience. Laisse-moi te voir. Petit crétin, tu crois encore que tu peux me voir, moi? Tu ne me verras jamais. Tu ne verras que ce que ton petit esprit peut voir. Et ce qui est super cool avec les films d'horreur, c'est qu'ils nous permettent à nous, spectateurs, de mettre à l'écart nos propres exigences impulsives en les projetant dans l'écran et qui nous aident à leur régler leur compte. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains peuvent pas regarder un film d'horreur jusqu'au bout, alors que pour d'autres, ça va, ça fait plaisir. C'est peut-être le rapport que chacun a avec son refoulé. Finalement, le monstre, le tueur, le fantôme, tout ça c'est juste à considérer comme un masque qui peut voiler ce que chacun va y mettre derrière. C'est un peu ça la problématique des films d'horreur. C'est ce quelque chose qui revient sur le devant de la scène, témoin d'une mémoire occultée, avec des exigences qu'il compte bien faire entendre. Cette histoire va rattraper les personnages et les obliger à se souvenir, à faire des liens, et il faudra toujours faire un minimum d'enquête pour régler le problème. C'est un peu ça l'idée de la psychanalyse. Si on veut aider le sujet à trouver une solution, il faut commencer par le faire revenir sur son histoire pour qu'il puisse mettre des mots sur les pulsions qu'il refuse d'exprimer mais qui posent quand même problème. Bon allez viens, on va en parler un petit peu. Tu viens? Non, j'ai un truc à faire, je te rejoins tout de suite. Ok. Ah. Hop, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne me voit pas plus à l'écran. Hey, salut. Bah du coup, comme vous avez pu le deviner, je suis la troisième personne de Psycho Quack, celle qu'on entend surtout. Du coup, la personne donc, que vous avez vue de dos et qui s'est retournée en début avec ce gros suspense, bah c'était moi. J'espère qu'il va apparaître beaucoup plus souvent. Je trouve que sa présence est une véritable plus-value pour l'émission. Alors merci déjà, puis j'espère que les deux autres t'auront entendu. Non, plus sérieusement, si je suis là à la fin de la vidéo, c'est parce que on considère qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et en gros, dire que cette vidéo, elle a été principalement, même entièrement pensée grâce à la vidéo du Fossoyeur de film sur la peur au cinéma. C'est le Fossoyeur de film numéro 7, je vous mets juste le lien ici. Ce serait super intéressant que vous alliez voir justement la vidéo. On le remercie beaucoup pour son travail, vraiment, la vidéo est excellente. Il soulève beaucoup de points qu'on a trouvé extrêmement intéressants. Je dis beaucoup de fois intéressants, un peu trop, peut-être. Donc allez vraiment voir sa vidéo, parce que bah, elle est super quoi, tout simplement. Puis bah, allez voir sa vidéo, c'est tout. Autre point assez important qu'on voulait aborder, c'est le problème YouTube du moment. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin peut-être d'ailleurs, qu'en ce moment, YouTube déconne un peu par rapport à son algorithme apparemment, à vérifier tout ça. Ils disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour vous dire que malheureusement, YouTube désabonne des gens qui sont abonnés à des chaînes. Et en gros, c'est pas cool. Vérifiez si vous êtes toujours abonné. Alors autre chose que YouTube fait en ce moment, décidément, c'est qu'ils ne préviennent plus, ou du moins aléatoirement, les abonnés d'une nouvelle sortie de vidéo. Mais il y a une solution pour régler ce problème, c'est d'aller juste en bas de la vidéo, de cliquer sur la cloche à côté du mot « s'abonner ». Et une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit truc qui apparaît, et normalement vous devriez cocher « m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Ensuite, vous enregistrez, et normalement, ça devrait être bon. Normalement. Voilà. Promis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire à la fin de la vidéo.
Donc maintenant, bah, tout ce qu'on espère, c'est que la vidéo vous ait plu. Et puis bah, toute l'équipe vous souhaite de très bonnes fêtes et au prochain épisode. Ciao!